Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les grandes articulations de ce journal. Espace de dialogue entre décideurs politiques et ceux du monde des affaires. À Abidjan, les difficultés des économies émergentes sont passées à la loupe au cours de la rencontre ouest-africaine. La situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique au cœur d'un colloque à Cotonou. Il s'agit de répertorier les meilleures pratiques dans le domaine en vue d'assurer leur dissémination. Et puis, lancement de la deuxième phase du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale au Bénin. Le PROVAC 2 est financé par le Japon pour le renforcement de la production piscicole au Bénin. Le ministre d'État chargé du plan Abdoulaye Biotchani a représenté le chef de l'État au 5e forum des marchés émergents sur l'Afrique. Le forum s'est tenu à Abidjan sous l'égide du président ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit d'une rencontre qui offre un espace de dialogue aux décideurs politiques et ceux du monde des affaires qui doivent ensemble examiner les problèmes auxquels les économies émergentes sont confrontées. Le compte rendu est signé Renoir Kakou. Le Forum des marchés émergents sur l'Afrique a réuni dans la capitale économique ivoirienne une belle brochette de personnalités politiques et des leaders du monde des affaires. Il était question pour les participants de faire un tour d'horizon des questions économiques et sociales auxquelles les économies émergentes sont confrontées. Infrastructure, économie, développement humain, ce sont là quelques thématiques qui ont focalisé les attentions. Il s'agit pour l'essentiel de créer des plateformes de discussion qui encourage les échanges d'expériences entre les gouvernants et qui suscite un meilleur accompagnement du secteur privé dans la promotion des politiques de développement de chaque État. La cérémonie d'ouverture de ce forum d'envergure internationale a connu la présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Ce forum est devenu en peu de temps une plateforme majeure de réflexion et de proposition d'idées au service des leaders et des décideurs à travers le monde. Et votre présence à la 5e édition du Forum des marchés émergents témoigne de l'importance que vous accordez au développement des pays africains. Elle atteste aussi de votre disponibilité, mesdames et messieurs, et de votre volonté d'être des acteurs du développement, soucieux de contribuer encore plus fortement à mener notre continent vers le futur auquel nous aspirons tous. Si nous voulons une politique. C'est le ministre d'État, Abdoulaye Biotchani, qui a représenté le président Patrice Talon à ce forum. Il était assisté à l'occasion du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. À l'horizon de 2030, 800 millions d'Africains seront sur le marché de l'emploi. Il faut leur donner du travail, il faut leur donner des emplois décents. Et ces emplois-là, c'est vrai, ils seront essentiellement dans les villes. Aujourd'hui, nous avons 40% d'Africains qui vivent dans les villes, c'est beaucoup. Et à l'horizon 2030, c'est plus de la moitié des Africains qui vivront dans les villes. Il faut en tenir compte dans la recherche des emplois. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ceux qui vivent dans les zones rurales. Au contraire, il faut rechercher cet équilibre-là qui permette donc de donner un emploi et un emploi décent à chacun de nos compatriotes. Cela étant, bien sûr, on en a profité pour présenter une partie des politiques qui sont entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon dans ce contexte-là. C'est tout ce qui est fait notamment par exemple dans le foncier urbain, l'assainissement des villes et justement l'amélioration du cadre de vie, toutes ces politiques qui sont en cours en ce moment. A signalé que l'absence du président Patrice Talon à cette conférence d'envergure internationale n'est pas passée inaperçue. Je voudrais dire que mon frère, le président Patrice Talon du Bénin, avait accepté de se joindre à nous, mais malheureusement, avant-hier, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait des urgences qui le retiennent à Cotonou et que de ce fait, il est obligé donc de se faire remplacer par mon jeune frère Abdoulaye Biotchani, ministre d'État, ministre du Plan. Merci Abdoulaye d'être venu. Vous savez, le président Talon est retenu à Cotonou parce qu'il veut faire une révision constitutionnelle.
Donc je sais ce que c'est. Donc je lui ai dit que je comprenais parfaitement donc l'immensité de la tâche qui lui incombe et que je suis sûr que les organisateurs et tous ceux qui voulaient être présents pour l'écouter comprendront facilement. L'émergence de l'Afrique dans le Conseil des pays développés reste un pari ambitieux. Responsables politiques, organisations internationales et experts se sont penchés lors du forum d'Abidjan sur les voies et moyens d'une transformation en profondeur du continent avec comme finalité l'approfondissement des débats sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence de l'Afrique. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique a également favorisé une meilleure compréhension et une appropriation partagée des enjeux et des conditions de l'émergence des pays du continent africain. Retour à Cotonou avec le deuxième colloque sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Il s'achève demain samedi. L'ambition première de cette rencontre est de répertorier les meilleures pratiques en matière de promotion et de protection des droits de l'homme en vue de leur dissémination. Rebecca Kenjaoundé, Mylène Fanou et Alexis Kenov. Quel défenseur de droits de l'homme pour l'Afrique? C'est autour de ce thème que les militants des droits humains revisitent les luttes menées au cours de ces 10 dernières années. Nous sommes ici pour consolider les bases d'un mandat qui a l'ambition de se renforcer dans le temps. C'est l'avenir des défenseurs des droits de l'homme que nous voulons tenter de construire et de construire. Le choix de Cotonou pour la tenue de cette assise n'est pas fortuit. Les organisations de veille citoyennes béninoises font de leur mieux pour répondre aux engagements qui leur incombent en matière des droits de l'homme. Plusieurs thématiques à ce sujet feront l'objet d'échanges, à savoir la place des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, la qualité du défenseur dont l'Afrique a besoin et la contribution du défenseur au développement. De ces réflexions sortiront des stratégies nouvelles pouvant insuffler des avancées significatives pour le travail des défenseurs des droits de l'homme de la décennie 2017-2027. La problématique des filets sociaux comme outil de réduction de l'extrême pauvreté au Bénin, contenu et expérience, c'est le thème de la journée nationale d'information et de sensibilisation qui a permis de réfléchir au financement et aux mécanismes indispensables à la survie du projet. Ulvaeus Balogun, Rosemont Tiakwe. C'est dans la main du pauvre que l'argent placé rapporte le plus. Cette pensée justifie le programme pilote de filets sociaux mis en œuvre par le projet de services décentralisés conduit par les communautés. L'objectif étant de développer une approche d'amélioration des revenus des ménages les plus pauvres. Ce projet est le premier cycle d'un pré-programme évolutif de 12 ans. Il a pour objectif d'améliorer l'accès aux services sociaux de base décentralisés à plus de 1000 villages et quartiers de ville répartis dans les 77 communes de notre pays. À l'heure de la capitalisation des acquis, les résultats sont significatifs. Un rapport de la Banque mondiale sur l'impact de la mise en œuvre des programmes de filets sociaux dans 22 pays d'Afrique a montré que ces programmes contribuaient de plusieurs façons à réduire la pauvreté. Environ 13 000 ménages des plus pauvres de notre pays ont pu bénéficier des transferts monétaires inconditionnels, couplés de transferts monétaires conditionnels pour ceux qui sont en mesure d'effectuer des travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, TMIC. Il s'avère alors indispensable de pérenniser cet outil de réduction de l'extrême pauvreté avec comme défi principal son financement. Les réflexions en cours pour la pérennisation des filets sociaux au Bénin privilégient la réaffectation des ressources existantes de programmes inefficaces ou régressifs. C'est un défi pour nous d'améliorer l'existant et de le rendre plus pertinent encore, de le rendre meilleur et de le rendre disponible. Les recommandations de cette journée d'information et de sensibilisation sur les filets sociaux serviront donc de plaidoyer pour renforcer cet outil de lutte contre la précarité.
Cotonou abrite du 30 au 31 mars un atelier régional sur les bonnes pratiques agricoles et les technologies de post-récolte. Ce rassemblement d'experts de divers horizons permettra de faire le point sur l'état du coton dans 4 pays de la sous-région. Mylène Fanou et Wenceslas Awaimon pour le reportage. Augmenter durablement les revenus des femmes et hommes impliqués dans la production et la transformation du coton. C'est l'objectif de cet atelier régional. En organisant le présent atelier, le projet USAID C4CP offre aux partenaires régionaux que vous êtes un cadre d'échange et de partage d'outils coproduits au cours de la première année de mise en œuvre avec ses partenaires nationaux. Le projet Partenariat pour le coton au Bénin, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso est le deuxième dans le secteur du coton. Et est le deuxième projet dans le secteur coton après le programme pour l'amélioration du coton en Afrique de l'Ouest, ou OACI, tous deux financés par le gouvernement américain à travers le Bureau de la sécurité alimentaire et le Bureau régional de USAID pour l'Afrique de l'Ouest. C'est à juste titre que le gouvernement soutient cette initiative. J'ose croire que les modules de formation développés par le projet permettront de trouver des solutions idoines pour lever les contraintes de l'heure afin de relancer véritablement le secteur agricole dans nos différents pays. Le temps est donc donné pour échanger sur les outils de bonne pratique agricole en vue d'une augmentation durable de la productivité du coton. Le top est donné pour la deuxième phase du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale au Bénin. Le PROVAC 2 est financé par le Japon. Il vise à renforcer la production piscicole au Bénin. Koudous Abdoulaye, Daniel Ada. 4 ans, 6 mois d'activité pour PROVAC 1 avec des résultats probants. 2621 dont 1733 hommes et 888 femmes ont reçu les appuis aux alevins de Clarias ou de Tilapia pour démarrer effectivement les activités piscicoles. La deuxième phase du projet d'aquaculture continentale s'inscrit dans la dynamique du programme d'action du gouvernement. Elle couvre tout le territoire national et vise à augmenter la production piscicole de 20 000 tonnes en 5 ans. Le bilan de la demande et d'offre des produits halieutiques au Bénin est largement déficitaire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du président Talon a inscrit l'aquaculture continentale parmi les projets phares du Bénin révélés. Spécifiquement, il s'agira pour cette deuxième phase d'intensifier la production piscicole dans les régions cibles à travers l'approche de vulgarisation fermier à fermier et l'amélioration des techniques de pisciculture. Le projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale est l'une des solutions pour l'atteinte à l'autosuffisance alimentaire au Bénin. Constitue un handicap au développement de l'agriculture béninoise. La non-maîtrise de l'eau empêche le secteur d'atteindre ses réelles performances. Maîtriser l'eau pour une agriculture durable, c'est une enquête signée Koudous Abdoulaye. L'agriculture béninoise est soumise au changement climatique, ce qui impacte négativement sur sa performance. Les producteurs font souvent recours à Dame Nature, qui est implorée à chaque campagne pour sa clémence. La maîtrise des eaux de pluie et de surface est une nécessité pour assurer davantage la garantie dans le secteur. Sur ce site de maraîchage à Cotonou, la technique adoptée pour régler cette problématique est la construction des forages. Sur toute la zone côtière qui s'étend du Semé jusqu'à Elakondi, eux ils n'ont pas tellement de problèmes d'eau. Mais en ce qui concerne, c'est-à-dire les gens qui font le maraîchage, c'est-à-dire sur les terres fermes, c'est-à-dire il n'y a pas de Calavi jusqu'à la ville et consort, eux ils ont des problèmes d'eau parce que la hauteur d'eau est très basse. C'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à bien, c'est-à-dire trouver d'eau pour pouvoir produire leur production en saison sèche. Le potentiel agricole dont dispose le Bénin n'est pas exploité. Le pays reçoit entre 700 et 1300 mm par an de précipitations. Les ressources totales en eau de surface et les capacités de recharge des nappes phréatiques sont évaluées à 13,106 km3. Des atouts
non exploitées. Donc de praticiens et de spécialistes recommandaient qu'on change de politique pour pouvoir valoriser au mieux notre réseau hydrographique. Le Bénin a un réseau hydrographique assez fourni. On a beaucoup de fleuves, on a beaucoup de lacs, on a beaucoup de cuvettes qui gardent l'eau 12 mois sur 12. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas cultiver avec ces eaux-là. On a également donc de la terre agricole à profusion qui attendent d'être valorisées, qui attendent d'être cultivées. Quand je prends également Cotonou ou d'autres communes qui sont inondées en saison pluvieuse, c'est de l'eau qui nous font mal. C'est-à-dire ces eaux-là nous font mal. C'est ce qu'on peut dire parce que ça nous inonde. Mais il y a des possibilités d'utiliser ces eaux-là pour pouvoir faire donc de l'agriculture, de faire donc de l'irrigation. Quand je prends Calavi qui est à côté de Cotonou, on peut utiliser l'eau qui nous envahit à Cotonou, les pomper, mettre en place donc des périmètres irrigués dans la commune de Calavi par exemple, avec de grandes retenues d'eau où, aussitôt quand la pluie commence par tomber, on pompe l'eau là en direction donc de Calavi de pouvoir les utiliser à compte saison. Donc c'est l'une des façons donc de pouvoir mieux gérer l'eau que la nature met à notre disposition. Des plans existent déjà pour inverser la tendance, mais leur application tarde. Déjà, quand on prend le cas du schéma directeur d'aménagement du bassin de l'Ouémé, il y a déjà là où il faut faire des barrages qui sont prévus, là où il faut faire des retenues d'eau qui sont prévues pour l'agriculture, pour l'eau potable et pour les autres usages également. Donc, je crois qu'il suffit de mettre en application cela. Il y a l'initiative qui est au niveau du bassin également, du Mono déjà, où il y aura un schéma directeur d'aménagement au niveau de ce bassin également. Il faut qu'on... C'est une urgence de promouvoir la maîtrise de l'eau au Bénin pour une production à plein temps. Le pays réduirait ainsi l'importation de certains produits agricoles des pays de la sous-région, notamment du Burkina Faso. Comment tourner définitivement la page des délestages et permettre à la sous-région et particulièrement au Bénin de jouir d'une bonne fourniture en énergie électrique? L'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC a convié à cet effet les acteurs et les chercheurs à une conférence débat très riche en enseignement. William Tchoki. C'est presque un coup magistral, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Enseignants-chercheurs, techniciens en énergie électrique, étudiants, tous ont pris d'assaut cette salle de conférence de l'ISBA. Ils sont venus écouter un compatriote vivant en Suisse, un des rares spécialistes en système de planification énergétique, un connaisseur des problèmes d'approvisionnement en énergie de la sous-région ouest-africaine. Les solutions qui ont été adoptées jusqu'à présent, qui sont des solutions à orientation autarcique avec des échanges quand même avec les pays voisins. Au travers du modèle BOT, ces solutions finalement nous reviennent chères. L'idée est de proposer une solution alternative qui est le développement de marchés d'électricité au niveau de la sous-région. Le conférencier apporte des réponses aux défis en matière d'énergie électrique au Bénin. Nous devons aller au-delà de ce monopole-là, faire jouer un rôle, certes, à la SBE, mais pour le développement des infrastructures, faire de sorte à ce qu'on puisse donner des concessions à d'autres entreprises pour développer les réseaux de distribution dans notre pays. Adopter la stratégie libre-échange, développer un marché sous-régional d'électricité, Edgar Nyasounou ainsi que son collègue directeur de l'EPAC mettent aussi un point d'honneur sur la formation. Pouvoir former des cadres qui travaillent déjà dans le domaine, pouvoir les recenser, pouvoir résoudre ces problèmes vraiment récurrents. Sortir enfin des sentiers battus, changer d'orientation, puis maintenir le cap en matière d'approvisionnement en énergie électrique, le conférencier y croit dur comme fer et veut voir son pays tourner la page des délestages pour un développement économique harmonieux. Lancement sur le campus d'Abomey-Calavi des activités de la Faculté des sciences humaines et sociales FASH, née de la scission de l'ex-faculté des lettres A et sciences humaines FLASH. Cette nouvelle faculté entend apporter une meilleure qualité des enseignements suivant le système LMD avec des amphis moins bondés et plus aisés. Clotaire Aweko. Mutualisation des ressources humaines et des infrastructures tendant à améliorer les qualités des enseignements et une meilleure adaptation au système LMD, licence, master, doctorat. C'est la raison qui sous-tend la scission de la faculté des lettres A et sciences humaines FLASH pour aujourd'hui engendrer la faculté des sciences humaines et sociales FASH. Ce nouvel établissement universitaire compte environ 20 000 étudiants, dispose de 5 départements, entre autres la géographie, aménagement du territoire,
la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, sciences de l'éducation, l'histoire, l'archéologie et la philosophie. La création de la faculté des sciences humaines et sociales constitue pour toute l'équipe un soulagement. Oui, un véritable soulagement. Si le souci essentiel, c'est d'améliorer la qualité des formations, il va falloir accompagner ces deux nouvelles entités de ressources humaines d'abord, mais aussi ressources infrastructurelles et divers équipements. La nouvelle faculté, nous l'espérons fortement, permettra une amélioration notable de la qualité de l'enseignement et une meilleure adaptation au système licence, master, doctorat, LMD. Les enseignants pourront véritablement mener une action pédagogique à échelle humaine plus efficiente dans la gestion des cours et surtout de l'orientation des apprenants. Soulagement clame en chœur le corps des enseignants et ceux des enseignés qui espèrent trouver des amphis et autres lieux de dispensation des savoirs plus ou moins bondés et aérés pour des qualités de formation dignes des campus occidentaux. Bientôt un an que le président Patrice Talon a installé son équipe, le ministre de l'enseignement maternel et primaire a voulu marquer un arrêt. Il a choisi de le faire avec les journalistes. Les échanges ont porté sur les réformes opérées, les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées. Plus de détails avec Ghislain Pouguet et Dine Bouraïma. Un dîner de presse pour parler des 12 premiers mois de gouvernance de Patrice Talon. Avec la presse béninoise, le ministre Karimou Salimane de l'enseignement maternel et primaire a eu au cours de cette soirée des échanges qu'il a voulu franches et détendus. Notre rencontre de ce soir n'est pas une rencontre de discours, c'est une rencontre d'échange, de partage par rapport à ce que nous avions démarré ensemble bientôt un an, et de partage sur ce que nous avons pu faire ensemble et de ce que nous pourrions également continuer de faire ensemble dans le sens d'améliorer les performances de notre éducation. Les réformes opérées dans le sous-secteur sont passées au peigne fin. La première action que nous avions posée en termes de réforme, c'était de pouvoir faire gérer au mieux le temps scolaire par les enseignants. Nous avons pensé et un peu renforcer le personnel enseignant parce que le diagnostic a révélé qu'il y a des enseignants sous-employés. Au même moment, il y en a qui étaient suremployés. La pratique de la dictée est réintroduite à l'école primaire. Des complexes scolaires à effectifs non rentables sont fusionnés pour l'efficience des dépenses. L'atlas pédagogique du pays est réorganisé en régions. Ces nombreux acquis n'ont pas fait perdre de vue les contraintes et les défis encore d'actualité, comme les effectifs pléthoriques dans les classes et la pénurie d'enseignants et de personnel d'encadrement. Des défis que le ministre de l'enseignement maternel et primaire s'engage à relever avec toute son équipe. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président de l'institution a échangé avec une délégation du syndicat de la maison conduite par le secrétaire général de la CSA Bénin. Au cœur des échanges avec le président Adam Bonitessi, les conditions de vie et de travail des agents de la HAC. Écoutons ici Anselme Amoussou au sorti de cette audience. Il a été question au cours de cette audience-là que le président de la RAC a bien voulu nous accorder des préoccupations soulevées par le personnel de la RAC. Vous savez que nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat baisse tout le temps et lorsque nous avons des revendications, il faut les faire savoir au premier responsable de la maison. Et la pomme de discorde concerne la non-application d'une décision qui date de l'ère du président Nata, qui accorde un certain nombre d'avantages aux travailleurs lorsque le budget de l'institution connaît une augmentation. Aujourd'hui, le personnel estime que ce budget a augmenté et qu'il faut appliquer la décision. Ils ont eu le sentiment qu'il y a une sorte d'injustice entre le traitement qui est fait des conseillers et du personnel. Et ils ont demandé au président Adam Bonitessi de corriger cette injustice-là, de tenir compte de l'augmentation qu'ils ont relevée dans le budget et de pouvoir appliquer la décision qui date du président Nata. De nos discussions, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est que il semble qu'il y a une bonne ambiance qui revient entre les deux parties. Et le président a pris l'engagement de continuer et d'achever ce qui avait été commencé avec le personnel
en termes de recherche, de consensus et de solutions aux problèmes posés par les travailleurs de cette institution. Le Conseil communal de Sémékodi a tenu sa première session statutaire de l'année écoulée. Après 3 jours d'échanges et de débats, ils se sont accordés sur la nomenclature des prestations de la mairie. Un point d'honneur a été mis sur les transactions foncières. Emilienne Fayomi et Enoch Adandé. 3 jours d'échanges et de débats au sein du Conseil communal de Sémékodi. Le premier exercice de l'année a mis l'accent sur les problèmes fonciers dans la commune. La nomenclature des prix des prestations diverses a été amendée et adoptée. Mais le plus important reste les coûts liés aux transactions foncières. La population de Sémékodi étant une population démunie, c'est vrai, la plupart des acquéreurs sont des gens venus d'extérieur qui ont les moyens et qui viennent vers nous pour acheter des parcelles. Mais il n'en demeure pas moins que la grande majorité constitue la population de Sémékodi. Nous avons estimé que augmenter des frais exorbitants pour la population parce que le lotissement coûte d'abord 91 000, il y a un autre frais qui coûte 35 000, il y a pour le déplacement du géomètre sur la parcelle coûte 5 000 et ainsi de suite. Réserve oui est bien légitime, mais le maire Charlemagne Honfort a mis le doigt dans la plaie pour convaincre ses collègues et collaborateurs de la nécessité d'appliquer les tests. Pourquoi nous avons dit désormais, tu achètes parcelle, avant l'affirmation là, le propriétaire arrive et on opère le changement de nom en même temps. On finit de faire ça, le géomètre s'est informé donc dans son livre, lui sait que cette parcelle n'appartient plus à Ins, mais plutôt à Y. Voilà un peu. Donc c'est pour réussir l'organisation sur la chaîne que nous avons dit, au lieu de laisser nos populations en contact avec les géomètres, parce que si nous disons, nous votons même 25 000, et que nous laissons les populations en contact des géomètres, même ils peuvent faire du chantage là-bas. Direction commun où le Conseil communal a validé le rapport d'activité au titre du premier trimestre 2017. C'est à la faveur de la session ordinaire qui a mobilisé les membres du Conseil autour du maire Pascal Ressou. Les détails avec Jean-Claude James. Le quorum étant largement atteint, je crois que nous pouvons nous livrer à nos discussions. Donc la session est ouverte. Il s'agit de la première session de l'année 2017 de la mairie de Komé. La rencontre a permis la validation du procès verbal de la dernière session de 2016, mais aussi l'adoption à l'unanimité du rapport d'activité du maire comptant pour le premier trimestre. Plusieurs autres points n'ont pas échappé au débat. D'abord, l'autorisation de voyage de 7 jeunes de la commune de Komé sur la France, plus précisément dans la ville de Guyancourt, avec qui nous entretenons une relation de partenariat depuis des années. Et nous avons étudié aussi le protocole d'accord qui va lier désormais la commune de Komé à l'Institut national de l'eau de l'université d'Abomey-Calavi. Et nous avons quelques autorisations, surtout de mise à disposition du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle de 17 hectares de terrain pour abriter le centre de formation des jeunes aux arts et aux différents métiers. La prochaine session sera l'occasion pour le conseil communal de faire le bilan. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur l'OETB.